Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes dans Dev Café, l'émission qui vous résume tout autour de l'actualité du développement mobile et c'est tous les jours à partir de 7h sur cette chaîne YouTube. Alors bon, c'est pas tout à fait tous les jours parce que hier par exemple, le Wi-Fi de mon hôtel à Londres en avait décidé autrement. Je pense que même d'ailleurs un modem 56K était plus réactif que ça. Mais bon bref, du coup on va rattraper le temps perdu et aujourd'hui on va se parler de .NET Conf ou encore de l'Android Dev Summit qui avait lieu à Londres. Mais juste avant, deux petites infos. La première, c'est qu'il y a aujourd'hui le Mobile DevOps Summit qui aura lieu dans l'après-midi et c'est 100% en ligne et gratuit. Donc n'hésitez pas à aller le regarder. Et la deuxième info qui, bon, en réalité n'en est pas vraiment une, c'est n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Bon, vous connaissez ça, vous êtes sur YouTube en général. Donc voilà, finalement, il y a plein de petites infos à regarder aujourd'hui. Donc je vous propose qu'on les regarde tout de suite. On commence doucement ces actualités avec une nouvelle version mineure de Flutter, à savoir la 3.3.8, et elle vient corriger deux petits bugs. Mais le plus intéressant autour de Flutter, c'est le tweet que vous voyez juste ici et qui a été publié par le compte officiel. Alors il faut savoir que chaque année et en fin d'année, Google essaye d'organiser un événement où notamment il présente des nouvelles versions de Flutter. Et donc là, vu que c'est le 25 janvier, on pourrait imaginer en toute logique que ça corresponde finalement à cet événement-là. Et d'ailleurs, en parallèle, on a pu le voir que les summits pour Android et Firebase étaient de retour en physique. Alors on pourrait peut-être imaginer que voilà, cet événement soit aussi en physique. Allez, on va croiser les doigts. Ensuite, sur le contenu, honnêtement, ma boule de cristal a tendance à se fissurer un tout petit peu. Donc je vais pas vous en dire plus, je veux pas commettre d'erreur. Ensuite, on continue crescendo avec une petite information autour des systèmes d'exploitation d'Apple et qui sont disponibles en bêta 2. Alors ça concerne iOS 16.2, watchOS, iPadOS, macOS, bref, tous en général. Mais il y a aussi une nouvelle version stable qui est disponible avec iOS 16.1.1, macOS 13.0.1, etc., etc. Je ne vais pas vous faire la liste complète. Mais si on continue vraiment avec Apple, c'est l'ajout des publicités sur la page d'accueil et les pages de recherche de l'App Store qui fait tout petit peu polémique parce que comme vous le savez, autant pour les développeurs que pour les utilisateurs, c'est pas trop bien passé, puisque quand même Apple se présente comme une marque premium. Mais là où le bas blesse davantage, c'est qu'Apple se présente un peu comme le modèle à suivre en termes de vie privée, notamment avec l'App Tracking Transparency, et comme le dit la célèbre maxime, faites ce que je dis, pas ce que je fais, ça correspond parfaitement à ce qu'Apple est en train de faire. Pourquoi? Parce que depuis quelque temps, Apple se met à traquer tous les clics qui sont faits sur l'App Store, et pour ça, voilà, ça va totalement à l'encontre de la vie privée. Alors concrètement, chaque clic est envoyé en quasi temps réel sur les serveurs d'Apple et ça va donc a priori permettre d'avoir des petites stats sur les utilisations des applications, mais aussi d'avoir des stats sur les publicités. Et selon Apple, ces différentes informations ne sont pas communiquées avec des tierces parties. Mais bon voilà, pour une boîte qui se présente comme à la fois premium et à la fois à l'avant-garde en termes de vie privée, toutes ces informations qui fuitent, ça fait un tout petit peu mauvais genre. Hier et mardi, Microsoft a organisé sa conférence annuelle qui s'appelle la .NET Conf et c'était l'occasion pour l'édition 2022 de présenter .NET 7 mais également C# 11. Mais bon, pour nous, ce qui nous intéresse plutôt côté développement mobile, c'est les nouveautés autour de .NET MAUI qui est l'équivalent et même le successeur plutôt de Xamarin. Donc ça va permettre de supporter Android, iOS, Windows, macOS et Tizen. Et vous l'aurez donc remarqué, il manque Linux dans cette liste. Et dans cette nouvelle version de .NET MAUI, ça apporte essentiellement des composants graphiques manquants pour la partie desktop. Donc par exemple, ça peut être le menu contextuel ou encore le support du clic droit. Et pour tout le reste, il y a l'arrivée de quelques composants graphiques là aussi qui manquaient. Je pense par exemple aux cartes. Et il y a également des améliorations des performances. Et en fait, c'est tout. Et en fait, c'est un peu le problème de ce framework qui arrive après tout le monde, c'est qu'il y a encore pas mal d'éléments qui manquent. Et d'ailleurs, si on regarde bien, juste en dessous de l'article de présentation, il y a finalement très peu de commentaires. Et les seuls commentaires qu'il y a sont négatifs. Alors bon, moi qui espérais vraiment voir en .NET MAUI une alternative à React et à Flutter, j'ai l'impression que c'est un peu mort. Parce que généralement, avoir un duopole, c'est pas très bon. Et j'ai pas l'impression que .NET MAUI soit bon pour ça. On va quand même croiser les doigts, sait-on jamais. Tout comme le reste, il y a eu pas mal de nouveautés autour du développement mobile et je vous propose un petit résumé en 3 minutes environ. Google a annoncé la fin de Stadia pour la fin janvier et on pourrait s'imaginer en toute logique que les éditeurs n'allaient plus supporter leur jeu.
Mais c'est tout le contraire qui se produit pour CD Projekt Red, le créateur de Cyberpunk 2077. En effet, la dernière mise à jour qui est disponible sur les consoles l'est aussi sur Stadia. Et d'ailleurs, en parlant de Stadia, Google l'avait promis et va le faire, tous les achats vont être remboursés et on en sait d'ailleurs un peu plus à ce sujet. Tous les achats de manettes seront remboursés à partir du 18 janvier et pour tout ce qui est des jeux ou achats in-game, les remboursements ont déjà débuté et s'échelonneront jusqu'en janvier. En revanche, les abonnements au service pro ne font pas partie de ce programme. Toujours chez Google, en 2016, l'alliance constituée de Renault, Nissan et Mitsubishi avait annoncé un partenariat afin d'intégrer Android Automotive dans leur voiture. Mardi, le groupe Renault, c'est-à-dire les marques Alpine, Dacia, Mobilize et bien évidemment Renault, ont annoncé un renforcement de ce partenariat afin de développer un Software Defined Vehicle. Concrètement, cela consiste à concevoir la voiture du futur avec de l'intelligence artificielle à gogo ou encore de nouveaux services. Comme d'habitude, dans l'automobile, il faudra attendre plusieurs années avant d'en voir concrètement les implémentations car cela reste pour le moment des concepts très abstraits. A noter qu'en parallèle, le constructeur a annoncé poursuivre son partenariat pour la partie cloud avec pour objectif d'améliorer la maintenance prédictive, offrir une expérience autour des services encore plus personnalisée ou encore de proposer une assurance plus proche des besoins réels. Retour au téléphone avec une information déjà mentionnée il y a quelques dev cafés de cela, les Pixel 6 et 7 peuvent faire tourner KVM, le moteur d'émulation disponible sur les systèmes Linux. C'est ainsi que Danny Lin vient de mettre en ligne une application permettant de lancer des machines virtuelles Linux sans avoir besoin d'un accès root. Pour y avoir accès, il faut participer au Patreon qu'il a mis en place et qui coûte 3,5 € par mois. Microsoft essaie plusieurs changements sur Windows 11 qui ne seront pas nécessairement au goût de tous. Le premier est le fait d'afficher une publicité dans le menu pour verrouiller sa session. Il ne s'agit pour le moment que d'un test auprès des insiders. La seconde fait suite à une offre d'emploi qui est tournée, et je cite, vers les PC à bas prix alimentés par la publicité ou les abonnements. Rien de concret pour le moment, mais on voit qu'entre les PC dans le cloud avec Windows 365 ou encore cette offre d'emploi, le marché des systèmes d'exploitation n'a pas fini de nous surprendre. Et enfin, les écrans pliables semblent être l'avenir de nos smartphones, ou en tout cas c'est ce qu'espèrent les constructeurs. LG, qui est l'un des principaux fabricants de dalles, vient d'annoncer un nouveau type d'écran, des écrans étirables de 20%. Cela pourrait ouvrir la voie à d'autres types de terminaux, puisque dans l'exemple cité, un écran de 12 pouces pourrait en devenir 14. Bref, on n'a pas fini de faire des déclinaisons des applications pour les différents form factors. Hier, c'était la deuxième édition de l'Android Dev Summit à Londres et je vous propose un petit tour des nouveautés. Mais bon, en gros, il n'y en a pas eu beaucoup. Alors la première, c'est le graphique que vous voyez juste ici et qui, je pense, pourra vous être très utile puisqu'il va vous permettre de savoir quelles sont les zones atteignables par les doigts lorsqu'on est sur un écran très large. Donc on se parle des écrans pour les ordinateurs, voire les tablettes qui sont très larges. Et au final, on voit que dans les surfaces atteignables, eh bien par exemple, une bottom bar n'est absolument pas le bon pattern puisque vous voyez tout à fait au milieu, eh bien, les doigts n'arrivent pas à y accéder. Et c'est pour cette raison qu'on privilégie plutôt les menus latéraux sur ces très grands écrans. Toujours pour ces grands écrans, Google en a profité pour présenter 3 design patterns. Alors le premier, c'est le plus classique avec liste des tailles. Le second, c'est en quelque sorte son symétrique. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on a sur l'application YouTube. Alors on a ainsi une vue centrale. Et juste à côté, on va avoir un petit panneau latéral pour afficher des informations supplémentaires. Et enfin, le dernier design pattern, là aussi, il est relativement connu. C'est tout simplement afficher des vues en forme de grille lorsque voilà, on a pas mal de contenu. Par exemple, la liste des articles. Et l'avantage d'avoir une grille, c'est que sur les téléphones, il suffit d'afficher tout simplement une liste. Et d'ailleurs, encore et toujours sur le support de ces grands écrans, Google a mis en place des guidelines qui sont découpés en 3 tiers. Donc le tiers numéro 3, c'est vraiment si vous voulez supporter le strict minimum. Le tiers numéro 2, c'est celui qui est recommandé par Google. Donc je vous laisserai aller voir les différentes recommandations parce que c'est assez long. Et enfin, il y a le tiers numéro 1, c'est là vraiment si vous voulez être au top du top, si vous voulez être à la quasi-perfection. Donc ça va par exemple être supporter le stylet. Et tout de même, au niveau des nouveautés, il y a une nouvelle lib qui s'appelle Camera Viewfinder et qui va vous permettre de calculer à la fois le bon angle et le bon ratio pour l'aperçu de la caméra. Et la deuxième nouveauté, ça concerne l'émulateur pour Google TV et Android TV, où il y a une nouvelle version bêta de cet émulateur qui est disponible pour Android 13, tout simplement parce que en fait Android 13 n'est toujours pas disponible sur les télés.
alors que pourtant la version est sortie au mois d'août, mais voilà, sur les télés, il y a un peu de retard. Et bien voilà, en fait, c'est toutes les nouveautés qu'il y a autour de l'Android Dev Summit. Alors, il y a plein de vidéos qui sont là pour vous aider en termes d'implémentation, si vous voulez supporter les grands écrans, etc., etc. Mais voilà, dans l'ensemble, je vous ai résumé à peu près toutes les nouveautés. Donc bon, en quelque sorte, ça valait peut-être pas le déplacement, mais bon, bref, tant pis. En tout cas, donc ça, c'était la deuxième partie de l'Android Dev Summit, sachant que la troisième aura lieu le 14 novembre prochain, c'est-à-dire lundi à partir de 18 h. Là aussi, j'essaierai de vous faire un petit résumé, en espérant qu'il y en ait un peu plus que pour cette deuxième édition. Et enfin, on termine ce Dev Café par un nouveau sujet autour de Google et plus particulièrement de Fitbit. Et selon des informations de Business Insider, le groupe travaillerait sur un nouveau type de wearable et qui aurait le nom de code Project 11. Alors d'une manière générale, et comme on avait déjà vu dans un ancien numéro de Dev Café, on ne sait pas vraiment à quel âge il faut donner aujourd'hui un téléphone. Et justement, l'idée de Fitbit serait de proposer un bracelet connecté à la place pour justement cette tranche d'âge. Alors le projet n'en est qu'à ses balbutiements parce qu'il serait prévu pour 2024. Et d'ailleurs, en ce moment, ils sont en train d'itérer pour savoir est-ce qu'il faut mettre un écran ou pas. Et d'ailleurs, l'idée de ce wearable, ce serait finalement donc bien de remplacer le téléphone, puisqu'il y aurait toute la connectivité qu'il faut, à savoir notamment un GPS et la connectivité cellulaire, donc la 3G, 4G, etc., etc. Donc ça permettrait finalement aux parents de suivre leurs enfants. Mais bon, d'une manière générale, c'est pas tout à fait nouveau pour Fitbit ce type de bracelet, puisqu'il propose déjà le Ace 3 et qui est destiné aux 6-12 ans. Et d'une manière générale, ça permet d'avoir des informations autour du rythme de sommeil des enfants. Donc c'est finalement assez limité. Et par exemple, des informations autour de l'activité physique, il n'y a rien. Et finalement, l'idée de ce Project 11, ce serait de prendre le Ace 3 en y ajoutant des fonctionnalités supplémentaires, notamment voilà, autour de l'activité physique pour justement inciter les enfants à essayer d'en faire un tout petit peu plus. Et ben finalement, c'est à peu près tout ce qui est indiqué comme information. Donc voilà, ça fait beaucoup d'informations assez floues d'une manière générale. Et simplement, ce que l'on sait, c'est que c'est la division australienne du groupe qui s'en occupe. Alors il y a quelques temps, je vous avais proposé un sondage pour savoir à quel âge il fallait donner un téléphone aux enfants. Mais du coup, par rapport à ce dernier sujet, je vous demande désormais, est-ce que vous pensez que l'utilisation d'un bracelet connecté serait pas meilleure qu'un téléphone pour justement cette tranche d'âge? Alors pour répondre à cette petite question, c'est tout simple, ça va être dans la partie communauté de la chaîne. Et si vous ne trouvez pas par où passer, pas de problème, vous allez dans le commentaire épinglé. Et voilà, on va s'arrêter là pour Dev Café. J'espère que ce petit résumé des deux conférences, même si bon, en réalité, il n'y avait pas grande nouveauté, mais on va pas totalement s'arrêter là pour aujourd'hui, puisque ce midi, c'est le retour des tutos. Et d'ailleurs, en fait, hier, à l'Android Dev Summit, il y avait un petit sujet qui était relativement simple à mettre en place. Donc justement, je vais vous faire le tuto là-dessus. Alors, je vous en dis pas plus, histoire de laisser un tout petit peu de suspense. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Donc, soit rendez-vous à ce midi, soit sinon, rendez-vous demain, même heure et même endroit pour Dev Café. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que demain, ça a beau être férié, vous aurez bien un bon numéro, il n'y aura pas de problème de Wi-Fi. Je suis de retour dans les conditions normales. Allez, je vous dis à bientôt.